toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire d'Univers Sciences Partenaires. Et je suis Olivier Perret, président d'Univers Sciences Partenaires. Et je vous accueille avec grand plaisir. Merci à ceux qui nous sont et celles qui nous sont fidèles et bienvenue aux nouveaux. Vous savez que dans le cadre de nos groupes de réflexion et de partage d'expérience, Univers Sciences Partenaires a initié l'année dernière un premier cycle de webinaires. À l'époque, le thème, c'était vos initiatives et innovations au service d'une économie et d'une industrie positive et responsable. Voilà, alors cette occasion-là, on a eu la chance d'avoir des thématiques assez centrées sur comment faire de la science un sujet grand public. Avec pour mémoire, Digimind nous a traité de la lutte contre la désinformation sur les médias sociaux. La Fondation L'Oréal est intervenue sur Femmes et Sciences, enjeux et opportunités. Et 3M nous a présenté les résultats de l'étude mondiale française également sur la perception de la science auprès du grand public. Voilà, dans ce deuxième chapitre, donc on s'est dit ça a marché en 2020, 2021, on continue sur cette lancée. On a la chance aujourd'hui d'accueillir le Naval Group qui va nous parler de la dynamique vertueuse de la transition éco-énergétique du maritime. Voilà, avec Nathalie Mercier-Perrin et Bertrand Lars qui vont être présentés dans une seconde. Juste pour info, c'est pas fini cette année. Il y a encore 3 événements d'ici la fin de l'année. L'un le 29 septembre, notez vos calendriers sur les écotechnologies du sous-sol au service de la transition environnementale par le BRGM. Le 16 novembre, le projet CIGEO de l'ANDRA, de laboratoire souterrain pour la gestion des déchets radioactifs. Et enfin, en décembre, j'ai raté la date, mais c'est pas grave, les enjeux autour de la rémédiation d'un site industriel par Rio Tinto. Voilà, donc merci encore. Je passe la... Salut Damien, ça va? Oui, si vous voulez bien mettre votre micro en mute, ça sera super. Et puis je passe le micro justement à Arabelle pour qu'elle présente nos intervenants. Bonjour à tous, je suis Arabelle Laurence du cabinet Malthazar et je vais faciliter ce webinaire. Avant de passer la parole à nos invités, juste quelques points techniques. Première chose, ce webinaire est enregistré. Voilà, donc ça vous permet de gérer vos mutes et vos caméras en conséquence. Nous allons avoir effectivement un premier temps de présentation pour bien appréhender et tenter de cerner le sujet, comprendre le mieux possible ce sujet avec nos invités, et suivra un temps d'échange et de questions-réponses. Si des questions vous viennent au fur et à mesure de cette présentation, n'hésitez pas à les mettre sur la conversation. Je me ferai un plaisir de les relayer au début du temps d'échange. Voilà. Et puis, comme le disait Olivier, n'hésitez pas à mettre votre micro en mute, ça évite quelques perturbations sonores. Voilà, sans plus attendre, je vais passer la parole à Nathalie Mercier-Perrin, qui est directrice du développement économique avec l'État et les régions et des partenariats industrie chez Naval Group, et à Bertrand Lars, directeur du domaine technique énergie chez Naval Group et pilote de l'axe fédérateur de recherche et développement Blue Ship. Et tous les deux, eh bien, vous allez nous parler de cette dynamique vertueuse qu'a créé l'engagement de Naval Group dans la transition éco-énergétique maritime. Voilà, je vous laisse la parole. Peut-être nous dire, parce que finalement Naval Group, c'est à la fois très connu et pas connu. Donc, nous rappeler bien tout le périmètre, tout ce que couvre l'activité de ce groupe très discret. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci, merci de votre présence ce matin. Alors, on va commencer la présentation très vite pour que vous puissiez poser des questions un petit peu plus tard. Donc, on peut, je ne sais pas si la présentation est visible de tous. Je vais dire que oui. Donc, Naval Group va vous présenter ce matin sa démarche participative de création de valeur et de développement de technologies nécessaires à la transition éco-énergétique du maritime.
Donc, si on passe sur la slide 2, donc je vais demander à quelqu'un de se mettre sur la slide, de nous passer la slide 2. On voit sur cette slide l'expertise de Naval Group dans le monde de la défense. Et donc, notre expertise, on est maître d'œuvre et systémie intégrateur, c'est ce que vous voyez. Et en fait, on va couvrir tout le périmètre, de la conception à la préparation du design de bateau et donc de l'offre commerciale. On va aussi s'occuper de produire et donc d'intégrer tous les éléments que l'on va soit fabriquer, soit acheter à bord de nos produits. Et puis, on va surtout former, accompagner les clients et les marins qui vont ensuite utiliser nos produits. Naval Group maintient, entretient et donc modernise ces bateaux, puisque vous imaginez bien qu'un navire de défense, sous-marin, bâtiment de surface, ça dure quelques années, quelques décennies. Donc, il faut entretenir ces matériels pour que de manière opérationnelle, tout le monde nos clients puissent utiliser nos produits avec les obligations qu'ils connaissent. Et puis, évidemment, dans la roue vertueuse, il y a le démantèlement et la déconstruction de nos produits qui se fait également. Donc, on est présent sur l'ensemble du cycle de vie du bateau. C'est ce que vous pouvez voir sur cette slide. Alors, si on passe sur la slide suivante, ce sont des chiffres clés qui sont intéressants, mais ce qu'il faut d'abord en préambule et puis justement pour un peu articuler notre webinaire du jour, Naval Group, tête de filière du maritime, puisque vous voyez les chiffres clés qui sont assez impressionnants, confie donc un budget de 3% de son chiffre d'affaires annuel aux activités de R&D hors programme, c'est-à-dire hors contrat. Et c'est vrai que la transition éco-énergétique est une opportunité pour notamment l'économie maritime de proposer des nouvelles solutions pour nos entreprises et territoires. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Donc, quand on regarde ces premiers chiffres, on voit qu'on a à peu près un chiffre d'affaires de 3 milliards par an. Donc, on est un acteur majeur en France et finalement, c'est la capacité de tirer le maritime par notre feuille de route qui va permettre effectivement de travailler sur des opportunités, dont la transition éco-énergétique qui est quand même assez majeure chez Naval Group. Et si on s'y intéresse, c'est parce que on doit garantir à nos clients en France et à l'international, nos clients qui sont au premier rang, évidemment, la Marine nationale, la résilience par une capacité optimale d'emport et de fourniture d'énergie, la supériorité de l'engagement sur des théâtres d'opération maritime, par la capacité à répondre aux besoins énergétiques en augmentation constante, on verra avec Bertrand, et puis ensuite, évidemment, la supériorité de l'information par la capacité à garantir la disponibilité de l'énergie et des moyens de communication pour la mise en œuvre de senseurs tels les drones qui vont arriver, évidemment, dans le monde du maritime, vous l'imaginez bien. Et donc, tout ça, cette capacité à travailler sur la transition éco-énergétique, c'est aussi pour répondre aux besoins énergétiques croissants du traitement de l'information, puisqu'on va le voir tout à l'heure dans la feuille de route de Naval Group de Blue Sheet, mais on est contraint à régler un certain nombre d'équations qui sont au départ assez complexes. Donc, si je reviens sur cette slide où je vous ai donné des documents, des chiffres clés de Naval Group, vous avez repéré l'actionnariat de Naval Group, qui est un actionnariat évidemment public. Vous avez noté le nombre de collaborateurs de Naval Group qui est environ de 16 000 personnes, et donc un carnet de commandes qui est assez important également. Voilà ce que je vais passer rapidement à la slide 4. Donc, sur la slide 4, on rentre complètement déjà dans le sujet. On parlait tout à l'heure de collaboratif, de comment on travaille chez Naval Group. C'est un peu le sujet de notre webinaire, cette économie un peu vertueuse. Et donc, sur la slide numéro 4, on voit la coopération France. C'est-à-dire qu'en fait, je vous ai mis sur cette slide-là, Naval Group ne travaille pas seul. Naval Group travaille avec des labos communs, des instituts de recherche, des pôles de compétitivité. Enfin, vous avez
une partie de notre panel. Il n'est pas complet, mais vous en avez déjà une première photo. Et c'est vrai qu'en fait, quand on s'arrête sur cette slide-là, on comprend bien que c'est un élan commun qui génère cette dynamique vertueuse et qui dynamise vraiment les territoires, donc en France, les territoires avec évidemment leurs compétences académiques, les PME, les ETI, les grands groupes, mais aussi tous les décideurs. Et donc, face à cette compétition internationale et à cette concurrence internationale en croissance, eh bien, on s'est installé effectivement maintenant depuis quelques années dans une économie complètement collaborative et participative, parce qu'on sait tous, seul on avance, mais à plusieurs, on gagne beaucoup de temps, on partage évidemment les défis, les feuilles de route, mais on partage aussi, je dirais, une compétition et une ambition absolument nationale. Donc, c'est un peu l'équipe Team France que Naval Group tire en proposant des défis qui sont évidemment duaux, civils, dont le militaire utilisera certaines briques. Et effectivement, la transition éco-énergétique, c'est une sacrée feuille de route, puisque dans les enjeux dont parlera Bertrand tout à l'heure, il y a beaucoup de choses que l'ensemble de la communauté maritime attend chaque jour. Ce que je voudrais vous dire aussi sur cette slide-là, qui me semble assez importante, c'est que on a vraiment une opportunité aujourd'hui de travailler en filière, mais aussi en interfilière. Et donc, l'ambition de Naval Group, c'est de travailler sur toute la chaîne de valeur, évidemment, des produits de R&D qu'elle cherche à dériver avec les académiques ou les entreprises. Mais on a depuis quelques temps plutôt un spectre où on souhaite travailler avec nos équipementiers ou les équipementiers de la chaîne de valeur. Si on veut des produits de R&D qui touchent à la transition éco-énergétique performants, innovants, disruptifs, ce sont des mots qu'on entend beaucoup. Il faut savoir aussi très vite identifier qui peut les installer dans le marché, sur le marché du maritime en France et à l'international, puisque une grande partie quand même des produits maritimes hors Naval Group, mais on a quand même beaucoup de produits qui sont achetés dans le maritime, qui sont fabriqués à l'étranger, notamment en Asie. Donc, on cherche effectivement aujourd'hui à embarquer nos équipementiers, les équipementiers français et européens, pour les faire monter en catalogue, en référence des catalogues, et les aider à ouvrir le marché aussi d'une autre manière peut-être. En tout cas, c'est une des ambitions que l'on a, mais côté Naval Group, on est de plus en plus attentif effectivement à vérifier quel équipementier va pouvoir travailler sur ces technologies dès le début de la R&D. On va passer à la slide suivante. Alors, sur la slide suivante, avant de rentrer encore un peu plus dans le détail et vous laisser ensuite réagir dans un troisième temps, on a intégré l'éco-conception dans 50% des nouveaux projets de navires de Naval Group. Donc, en clair, aujourd'hui, pour des raisons évidemment sociétales, parce qu'on doit respecter les enjeux qui ont été fixés par l'OMI, où on a une grosse dépense d'empreinte carbone à traiter, vous le savez, on doit faire moins 50% d'ici 2030, donc c'est comme ce sont des gros enjeux. Depuis déjà pas mal de temps, Naval Group donc a intégré cette obligation de travailler sur son éco-conception de navire, et puis comme vous le voyez, a installé aussi une obligation depuis quelque temps aussi d'avoir des projets qui traitent la protection de l'environnement. Voilà, donc on a la transition énergétique d'un côté, mais on a aussi la protection de l'environnement qui rentre aussi dans nos feuilles de route. Et ça, c'est très important pour des gens comme moi et des gens évidemment comme Bertrand, parce que en prenant cette donnée de départ, ça nous permet aussi d'influencer ou de traiter ou d'installer des projets de R&D sur toute la chaîne de valeur dont j'ai parlé tout à l'heure,
qui répondent à ces obligations qu'attend l'État, ce sont les accords de Paris évidemment, et puis qu'attend l'Europe. Si on passe sur les enjeux climatiques, la slide suivante, eh bien, quand on regarde un petit peu les enjeux climatiques et la pollution atmosphérique, on voit que la partie bateau, elle a un taux d'émission de CO2 d'environ 11%, alors peut-être autant que les avions, évidemment, et beaucoup moins que les routes, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler dessus, c'est ce qu'on dit depuis le début de ce webinaire. Et donc, le transport maritime, en clair, c'est 2,5 d'émissions mondiales de CO2. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, il y a un plan drastique qui est mis en place et que les industriels, tous les industriels, dont les industriels du maritime, doivent respecter et mettre en place un plan d'action. Donc, aujourd'hui, moi, je viens vers vous en vous disant que c'est une obligation morale et opérationnelle aujourd'hui, cette transition éco-énergétique, et qu'elle doit fédérer les acteurs, notamment du maritime. Et pour fédérer, il faut avoir des ambitions communes, donc une feuille de route commune. Mais une feuille de route, ça veut dire aussi beaucoup d'argent. Donc, il faut pérenniser nos autofinancements, mais aussi il faut travailler avec l'État, les régions, et puis, comme je disais tout à l'heure, tous les partenaires industriels et équipementiers pour créer ce qu'on appelle un effet de levier significatif. Je pense que on a une opportunité également de travailler en interfilière avec toute la chaîne de valeur, équipementiers, énergéticiens, motoristes, sociétés de classification, armateurs, chantiers. Et tout ça, ça doit permettre d'accélérer le passage du prototype vers l'industrialisation pour finalement assurer la mise au catalogue chez les équipementiers. On est en urgence aujourd'hui. Vous allez voir que les ambitions de la transition éco-énergétique de Naval Group ont beaucoup de communalités avec d'autres acteurs du maritime et pas que. Et aujourd'hui, on est dans cette urgence individuelle et collective de répondre aux attentes de l'État et puis peut-être à des attentes beaucoup plus personnelles. Je propose qu'on passe sur la slide suivante pour entrer cette fois un peu plus dans le sujet. Et donc, je vais laisser la parole à Bertrand pour nous parler de Blueship et puis ensuite d'aller aussi de nous donner des exemples sur la feuille de route et des premiers projets de la feuille de route collective. Bertrand, c'est à toi. Oui, merci Nathalie. Bonjour à toutes et à tous. Alors, si on peut aller sur la slide 7, je pense que pour l'instant, moi, je ne vois pas. Donc, moi, je vais vous parler effectivement de Blueship. Alors, qu'est-ce que Blueship? Donc, aujourd'hui, côté Naval Group, nous avons structuré notre R&D en 6 grands axes fédérateurs. Et l'un de ces axes qu'on appelle Blueship est celui qui concerne la maîtrise de l'énergie et les aspects environnementaux. Donc, cette dimension-là énergétique, elle est majeure sur nos plateformes. Et donc, l'objectif de cette roadmap, c'est bien, je dirais, de définir la partie, on va dire, recherche et développement, donc le chemin à parcourir pour demain garantir effectivement à nos navires la capacité énergétique requise et tout en minimisant l'empreinte environnementale. Alors, si on peut passer sur la slide suivante, je vais vous donner des éléments de contexte sur la partie environnement et la partie énergie concernant les navires militaires. Alors, on a identifié 3 drivers. Donc, un premier driver qui concerne les besoins énergétiques. Alors, ces besoins énergétiques, ils sont en croissance. Alors, pourquoi? Parce qu'on a de la numérisation croissante sur nos navires. Nathalie en a parlé aussi tout à l'heure, on parle de mise en œuvre de drones. Donc, les drones, je dirais, c'est un peu comme votre voiture, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va devoir, votre voiture électrique, on va devoir les charger rapidement. Donc, ça veut dire qu'en fonction de la taille du drone, de sa capacité énergétique, on va avoir potentiellement des puissances à mettre en œuvre qui vont être relativement importantes. On parle aussi aujourd'hui d'armes nouvelles, d'armes laser, d'armes électromagnétiques, donc contre des menaces drones par exemple. Et ça, c'est des armes, je dirais, qu'on n'a pas connues encore actuellement en termes énergétiques. C'est des armes qui appellent beaucoup d'énergie en peu de temps. Et donc, c'est aujourd'hui très dimensionnant et très énergivore.
Un deuxième levier qui, lui, est plus technologique, hein, donc ça va concerner principalement les moyens de stockage et de production d'énergie à bord. Alors, cette technologie-là, ben, on voit poindre, je dirais, un petit peu des ruptures, voire des évolutions. Hein, donc, tout ce qui est en particulier le numérique, on peut considérer que c'est potentiellement aujourd'hui une rupture dans la manière dont on gère l'énergie à bord. On parle de nouveaux modes de stockage, donc on le voit tous aujourd'hui dans le domaine de l'automobile, de la mobilité, les gros progrès sur les batteries. Et on augure encore de gros progrès sur les batteries en termes de densité énergétique. Donc aujourd'hui, voilà, ce type de moyen de stockage peut offrir, je dirais, des avantages aussi à bord, à la fois pour potentiellement l'autonomie du navire, mais aussi la mise en œuvre, par exemple, des nouveaux senseurs. Donc ça, c'est extrêmement important. Alors on entend tous aussi parler d'énergie alternative, d'hydrogène, d'ammoniac. Donc ce sont des nouveaux carburants qui, alors quand on les regarde, sont sans doute très intéressants, mais ont potentiellement, je dirais, une densité énergétique moindre par rapport à ce qu'on utilise aujourd'hui. Et puis on a aussi surtout, je dirais, si on veut les mettre en œuvre, bah, des enjeux aussi en termes de sécurité à bord, et sécurité accrue, je dirais, à bord sur un navire militaire, en particulier quand on a effectivement des agressions. Un troisième volet, donc, qui est la réglementation, et ça, effectivement, ça concerne tout ce qui est la réduction des gaz à effet de serre. Donc, pour le maritime, c'est régi par l'OMI, hein, l'Organisation maritime internationale, avec effectivement des zones à émissions contrôlées qui se mettent en place, et on augure, dans les décennies à venir, un durcissement de ces réglementations. Alors, quand on fait ce constat-là, vous voyez, un besoin énergétique qui croît, des progrès technologiques avec potentiellement des contraintes, voire effectivement des avantages, puis une réglementation qui va se durcir. Alors, on voit clairement, je dirais, poindre un risque, en tout cas pour nos navires, soit de dire je dois renoncer à certaines capacités opérationnelles pour maintenir leur taille, entre guillemets, et avoir des navires, je dirais, que les clients peuvent s'offrir, soit à dire demain, je vais devoir grossir mes navires. Donc, par rapport à ce constat, donc si on peut passer à la slide suivante, on a identifié 4 leviers. Donc, un premier levier qui est, je dirais, une électrification plus poussée des navires. Alors, pourquoi une électrification plus poussée des navires? Parce qu'aujourd'hui, je dirais, n'avoir finalement à bord plus qu'un vecteur énergétique et l'électricité va faciliter l'optimisation, la mutualisation des sources de stockage et de production. Donc, c'est vraiment un facteur favorisant en termes d'efficacité énergétique. Ça va aussi permettre de nous accueillir des nouveaux types de sources ou de consommateurs, hein, qui sont aujourd'hui les batteries, les piles à combustible, par exemple. Un deuxième levier qu'on a identifié, qu'on appelle une économie de moyens. Hein, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va vouloir, et on pense qu'on peut encore le faire, gagner encore en efficacité sur les installations à bord, donc c'est-à-dire des systèmes encore plus frugaux que ce qu'ils sont aujourd'hui. Un troisième levier, donc, qui est le mix énergétique. Alors, le mix énergétique, c'est de dire aujourd'hui, alors sur nos navires, on utilise nous principalement, hein, donc, sur les navires de surface, on va dire du gazole marine. Ce mix énergétique, effectivement, il faut qu'on s'intéresse à ce que va devenir ce gazole demain, et puis quelles sont les énergies alternatives, et peut-on les intégrer à bord. Donc, personne ne sait dire demain quel sera le paysage finalement de ce mix énergétique. Donc, on considère, nous, qu'on doit effectivement commencer à apprendre et donc regarder, effectivement, avoir une veille très active sur ce sujet des énergies nouvelles. Puis un quatrième levier, donc, qui est réglementaire, on va dire normes d'éco-conception. On considère que, je dirais, tout ça ne va pas se faire sans un minimum de méthodologie, sans un minimum de mesures, donc c'est-à-dire être capable aussi d'auditer et de mesurer les résultats qu'on obtient, et sans un cadre réglementaire. Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, hein, c'est qu'effectivement, on ne va pas avoir une solution unique, simple, évidente, mais c'est vraiment, voilà, de dire on va devoir finalement, en fonction de l'usage et en fonction de chaque usage, définir quelle est la meilleure solution, et en considérant effectivement les 4 leviers là, que je viens d'évoquer. On peut passer à la slide suivante. Donc, la slide suivante, c'était vous donner un éclairage en fait sur notre démarche. Alors, notre démarche, je dirais, la feuille de groupe qu'on a bâtie, là, que je vous présente sommairement, ce n'est pas une feuille de groupe, simplement Naval Group, hein, c'est vraiment une feuille de route qu'on veut partager avec l'ensemble de notre écosystème. Donc, ça veut dire que c'est à la fois partagé, je dirais, avec les universités, le monde académique, avec nos partenaires fournisseurs, avec potentiellement d'autres partenaires interfilières, et de dire demain, effectivement, les innovations, on ne va pas les faire tout seul, et c'est l'occasion, je dirais, en fédérant les énergies, sans jeu de mots, c'est d'aller effectivement aussi plus vite dans l'implémentation de ces nouvelles technologies.
Alors, on souhaite aussi mettre en place une démarche agile. Nathalie l'a un petit peu évoqué. C'est aussi dans une volonté d'accélérer, hein, c'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui un monde qui évolue beaucoup plus vite qu'auparavant. Et donc, on a aussi la volonté de changer un peu de paradigme concernant nos navires. Voilà. Alors, il faut avoir en tête que les navires militaires, hein, c'est des navires qui ont en général une durée de vie longue, hein, c'est de l'ordre de 40 ans. Et traditionnellement, on avait une refonte à mi-vie, c'est-à-dire qu'on remettait complètement à neuf le bateau et les installations du bateau à la mi-vie. Aujourd'hui, voilà, on n'est plus dans cette logique-là. Et donc, on est plutôt dans une logique de dire il faut très vite intégrer les nouvelles technologies dès lors qu'elles sont matures. Et donc, d'avoir une démarche, je dirais, de prototype, de démonstrateur et d'implémentation à bord très rapide. Après, bien entendu, l'enjeu qu'on a, et je pense qu'il est sans doute le plus difficile, c'est d'être au rendez-vous effectivement des programmes, c'est-à-dire d'être capable de proposer l'innovation avec un niveau de maturité suffisant quand le programme démarre. Bon, cette feuille de route qu'on vous présente, elle a aussi pour nous une ambition, je dirais, de coûts et de délai. Et donc, c'est aussi d'améliorer nos coûts et nos délais d'industrialisation. Et quand je vous ai parlé d'électrification plus poussée, on a aussi la volonté d'aller chercher un système énergie évolutif, hein, comme je vous l'ai évoqué avant. C'est-à-dire que c'est aussi la capacité de proposer à nos clients, finalement, un navire qui, d'un point de vue énergie, va pouvoir accueillir demain des technologies qui ne sont pas forcément matures maintenant, mais qui le seront peut-être dans 5 ans, dans 10 ans. Et donc de ne pas avoir à tout casser entre guillemets le navire ou à tout refondre à bord pour pouvoir implémenter ces nouvelles technologies. Et puis on doit avoir, je dirais d'un point de vue énergétique, une démarche globale au niveau du navire. Ce n'est pas simplement s'intéresser au système énergie, au système de stockage par exemple, mais avoir une approche globale à la fois sur l'usage et à la fois sur les technologies. Alors, si on peut passer à la slide suivante. Donc voilà, là c'est pour vous présenter, je dirais, les 8 domaines techniques en fait, qu'on a effectivement définis au niveau de notre feuille de route pour agir sur cette partie transition énergétique. Donc c'est de s'intéresser à la fois aux consommateurs. Donc pour nous, c'est à la fois les nouveaux consommateurs et améliorer l'efficience sur les autres consommateurs. S'intéresser au domaine de la batterie, donc du stockage d'énergie à bord. S'intéresser au carburant. Donc traiter tous les sujets qui vont être aussi de pilotage et de gestion énergétique améliorée. À traiter les sujets réseau électrique avec un changement de paradigme en ce qui nous concerne, en tout cas sur la structure des réseaux aujourd'hui. À travailler sur un gros consommateur qui est la propulsion. Sur un navire, je dirais la propulsion aujourd'hui, dès lors qu'on a des navires qui vont relativement vite, représente en règle générale de l'ordre de 80% de la puissance installée. Travailler sur tout ce qui va être la génération d'énergie, donc à la fois l'adaptation des sources existantes et l'intégration de nouvelles sources d'énergie. Et puis travailler effectivement sur tout ce qui va être les exigences environnementales, c'est-à-dire tout ce qui va être à la fois la réglementation, la mesure, les audits qu'on peut mettre en place, et puis l'intégration de toutes les technologies vertes. Donc là, un petit commentaire peut-être que je peux faire, c'est que ce que je vous ai présenté, à la fois les 4 leviers, à la fois les 4 domaines, c'est des choses qu'on retrouve effectivement à la fois dans le domaine militaire et dans le domaine civil. Donc on a effectivement une très forte dualité aujourd'hui sur ces sujets techniques. Alors, je vais vous donner 2 exemples. Donc par exemple, aujourd'hui, on travaille sur un propulseur un peu innovant à axe vertical. Donc ce propulseur-là, on y travaille avec des partenaires, une start-up. Et typiquement, c'est un propulseur qui peut trouver à la fois un écho dans le domaine militaire, mais surtout aussi un écho dans le domaine civil. Un deuxième exemple que je peux vous donner, donc c'est un projet là, qui est en cours de construction, qui s'appelle hybridation électrique des navires. Donc ce projet-là, il a vocation à intégrer, je dirais, à la fois des piles à combustible et des batteries dans une vocation, je dirais, d'usage, enfin, on va dire d'usage massif de l'électricité sur le maritime, mais à la fois, on va dire le maritime, mais aussi le fluvial. Et donc ce projet-là, voilà, on y travaille, je dirais, avec des partenaires, hein, à la fois sur la partie infrastructure, à la fois sur les usages, à la fois sur les technologies et la réglementation. Et ce projet-là, il est complètement dual. Pour vous donner une image, on est sur ce projet-là à essayer de pousser finalement ce qui s'est passé dans le domaine automobile, c'est-à-dire de passer des navires aujourd'hui propulsés avec des diesels et du gazole à des navires qui demain vont potentiellement être hybrides, c'est-à-dire de la batterie, voire encore des sources type gazole et diesel par exemple, puis aller après vers des navires complètement électriques, avec soit effectivement de la batterie ou de la pile à combustible. Voilà, donc quelque chose, voilà, on est en train d'essayer de pousser un petit peu la même révolution que celle qui aujourd'hui est bien engagée dans le domaine de l'automobile. J'en ai terminé. Donc, Nathalie, je vais te repasser la main. Nathalie, on ne vous entend pas, vous êtes en mute.
Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup Bertrand. Donc, un petit mot sur comment on s'organise et comment on se fédère au niveau de ce projet de coalition de transition éco-énergétique. Donc, eh bien, nous sommes aujourd'hui le 13 septembre et vous savez, je rappelle que demain, il y a les assises de l'économie de la mer, donc à Nice, demain et après-demain. Et donc, 2 ans après, il va y avoir un petit état des lieux qui va être fait sur qu'est-ce qu'on a fait depuis 2019, puisqu'en 2019, comme vous le voyez sur l'écran, le président Macron est venu et il a lancé effectivement au mois de décembre cette coalition pour proposer une vision partagée au niveau de la filière maritime avec un écosystème fort, comme on l'a un peu dit, et puis surtout finalement un engagement des industriels et des parties prenantes pour réaliser ce qu'on vient de dire, à savoir les ambitions de l'accord de Paris et puis les réductions d'empreinte carbone telles qu'elles sont demandées également en Europe. Donc 2 ans après, eh bien, il y a une coalition qui s'est créée avec pas mal d'acteurs. Il y a une feuille de route qui a commencé à émerger. Donc Bertrand la connaît bien parce qu'on avait le groupe avec des partenaires dont Total, dont Engie, enfin, il y a une coalition qui est assez dense. Il y a du Dassault Systèmes, il y a du GICAN, donc le groupe qui est en charge notamment de tous les chantiers navals en France. Enfin, on a beaucoup d'acteurs, on a les pôles mer évidemment, qui ont rejoint cette coalition et sous l'égide de BPI et de l'ADEME, on est en train d'esquisser une première feuille de route qui sera financée par du PIA 4. Et cette feuille de route, elle touche tous les TRL, comme j'ai dit un petit peu tout à l'heure. Et normalement, effectivement, dans les heures qui arrivent, si vous suivez l'actualité, vous verrez qu'il y aura des annonces qui vont être faites pour effectivement gagner en temps, comme on le disait tout à l'heure. Hein. Aujourd'hui, on est dans une compétition internationale. On est obligé de se coordonner, de se mettre en ordre de marche individuellement et collectivement, parce que la bataille est rude. Et si on veut pas, notamment sur que les navires, que les plateformes fluviales soient demain équipées de produits qui ne sont plus français, on est obligé maintenant de se mettre en ordre de marche, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, c'est vrai que le moment présent nous invite à élaborer des solutions collectivement acceptables, ça c'est clair, et que l'on doit co-construire à long terme, mais je dirais avec plutôt une logique de démarche des petits pas, c'est-à-dire qu'on connaît notre mission, on doit dérisquer des grosses solutions, on doit le faire parce que ça demande beaucoup d'argent, beaucoup de temps et je dirais avec des compétences très très larges, mais on est obligé aussi de rester lisible et audible et donc d'accepter ce que les industriels, les citoyens sont capables d'offrir et de vivre au quotidien. Donc il y a probablement aujourd'hui, d'ailleurs en France, on le sent bien, un changement de modèle sociétal hein, qui doit nous inviter effectivement à prendre conscience qu'on est tous on est tous individuellement et collectivement responsables de la transition éco-énergétique dans nos domaines. Et c'est vrai qu'une coalition comme celle qui s'est faite en 2019 devrait effectivement montrer demain par des annonces que le maritime effectivement se met en ordre de marche, mais avec de l'interfilière et je le redis en embarquant toute la chaîne de valeur technique et industrielle donc du domaine. Voilà. Donc, si on passe sur la slide suivante, qui est une slide de synthèse, mais pour mieux vous redonner la parole par des questions et rebondir un petit peu sur vos impressions, ce que je voudrais qu'on puisse retenir ce matin collectivement, d'abord, c'est cette capacité à fédérer un écosystème. Nous sommes tous dans un écosystème. Il appartient, je dirais, à nos entreprises, à nos collègues et à nous-mêmes de prendre son téléphone, son mail et puis de se dire mais moi ça m'intéresse ou moi j'ai une compétence ou moi je veux faire partie de cette chaîne de valeur technique industrielle et académique évidemment. Moi je suis en capacité de mettre cette techno sur un catalogue si on m'ouvre un marché. Comment je peux ouvrir mon marché civil avec le cluster maritime français, avec toutes les parties prenantes donc du maritime. Ça aujourd'hui c'est jouable, c'est faisable et donc c'est vrai que Naval Group, comme
je l'ai dit en préambule et je terminerai en tout cas sur cette partie-là au moment où je vous parle, c'est que oui, on est tête de filière, mais on est peut-être un acteur actif et majeur dans la transition éco-énergétique parce qu'en fait, on a une question de capacité financière, comme je l'ai dit tout à l'heure, 3% du chiffre d'affaires en R&D autofinancé, c'est beaucoup. Donc, on a une capacité d'embarquer un écosystème majeur de cette manière-là, mais en fait, on a besoin de tous et on est tous unis dans cette transition éco-énergétique. Voilà. Si on veut maintenant rentrer un peu plus dans vos questionnements, dans vos idées, parce qu'on a quand même balayé ce grand sujet et ce grand thème, il nous reste une vingtaine de minutes, donc je vais redonner la parole aux animateurs. Sachez que Bertrand et moi, on est joignables à tout moment. Enfin, vous avez la possibilité de nous joindre très vite. Soit Universcience peut vous donner nos coordonnées ou on est visible sur LinkedIn. Donc, on vous attend tous pour nous proposer vos idées également. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je vais ouvrir le temps des questions. Donc, n'hésitez pas soit à poser vos questions, vous pouvez lever la main comme ça, vous identifiez, vous passez la parole ou tout simplement vous pouvez les écrire. Voilà, c'est toujours le premier, la première question qui est la plus compliquée à poser, surtout quand on a eu un exposé technique et intéressant comme celui qu'on vient d'entendre. Une question, oui, Antoine de Fleurieux, je vous laisse la parole. Oui, bonjour, merci. Merci pour cette présentation. J'ai constaté, mais je le savais, mais plusieurs de nos membres font partie de vos fournisseurs dits stratégiques dans votre slide du début. On regarde beaucoup, alors nous on est impliqués pas mal sur l'électrification du transport en général. On a commencé par le véhicule électrique, vous en avez parlé tout à l'heure. Et pour le naval, on est en train de regarder, je ne sais pas comment vous positionnez sur ce sujet, parce que le grand changement avec l'électrification des usages, c'est qu'on rentre dans un système qui est un système qui relie tous les acteurs, fournisseurs d'énergie électrique, utilisateurs. Et donc, on n'est plus simplement dans un système où on embarque son combustible et on reste indépendant du reste du monde, en fait. Et du coup, ce qu'on regarde beaucoup, c'est tout ce qui est short to ship. Et je voulais savoir si au-delà donc de la conception de vos navires et de leur système énergétique, vous étiez ou dans le cluster où vous regardiez le sujet du short to ship et comment éventuellement le port devient un centre énergétique finalement, que ce soit hybride d'ailleurs, que ce soit électrique, hydrogène, les deux. Voilà. Donc, est-ce que ce sujet est abordé chez vous dans vos préoccupations actuelles? Alors, je vais vous répondre, donc Bertrand là. Alors, je dirais qu'au niveau de nos navires, nous, effectivement, bon, c'est une problématique qu'on regarde. Alors après, je dirais que traditionnellement, le navire militaire, on a en règle générale une connexion électrique à quai, donc on a toujours cette possibilité-là, donc on le fait. Après, effectivement, votre remarque, effectivement, c'est celle qu'on a bien pris en compte dans le projet, là, effectivement, l'hybridation intégrée des navires, c'est-à-dire qu'il s'agit plus simplement de regarder finalement le navire et l'intégration de son combustible à bord, mais c'est vraiment de bien regarder le navire et toute son infrastructure, et tout son avitaillement finalement. Et ça ne sert à rien de définir la meilleure solution pour un usage donné. Voilà, si demain, vous n'avez pas la capacité finalement de ravitailler votre navire, d'avoir soit effectivement, comme vous dites, la prise électrique de quai qui sera bien dimensionnée au bon endroit, et potentiellement, voilà, sur de l'hydrogène, d'avoir effectivement toute votre infrastructure et votre avitaillement en hydrogène qui vous permet de le faire. Donc c'est quelque chose qu'on regarde effectivement, et dans le projet la hybridation intégrée des navires qu'on propose, on a bien embarqué des gens sur l'infrastructure, parce qu'on a EDF qui est avec nous, qui veut regarder cette capacité de stockage. Et on a aussi, on essaie aussi d'embarquer là effectivement des ports pour essayer de trouver aussi des cas concrets, des cas d'usage, pour pouvoir effectivement mener cette réflexion-là. Merci. Vous avez une question aussi d'Hélène Burlet du CEA. Oui, bonjour, merci de me donner la parole. Moi, j'ai une question concernant
votre position par rapport aux futurs moyens de propulsion, enfin en termes d'énergie, j'entends. C'est-à-dire comment vous positionnez une motorisation électrique avec finalement une alimentation par une pile à combustible qui peut fonctionner d'ailleurs avec de l'ammoniac, hein, ce n'est pas forcément des piles à combustible pour le maritime, j'ai compris que c'était plutôt des piles haute température alimentées typiquement par de l'ammoniac ou alors du méthanol, enfin pas que de l'hydrogène pur, par rapport à la solution de développement de carburant durable du futur, où on reste à ce moment-là sur un moteur thermique, mais effectivement avec une alimentation complètement différente. Donc finalement, quelle est votre position entre ces deux solutions alternatives qui sont en cours d'instruction côté R&D? D'accord. Alors, je vais revenir effectivement donc, sur ce que j'ai dit là tout à l'heure. On a des navires qui ont une durée de vie de 40 ans. Donc ça veut dire qu'on est en train de construire aujourd'hui et de sortir des navires qui seront encore en fonction en 2060, et quand on regarde d'ailleurs même certains bateaux jusqu'en 2080. Donc on a effectivement une approche qui est de dire aujourd'hui, ces bateaux-là, je dirais, vont continuer de toute façon à devoir vivre, entre guillemets, jusqu'à ces horizons-là. Et donc on est dans une logique de regarder effectivement les carburants drop-in, donc c'est bien les carburants gazole, comment est-ce qu'ils vont évoluer. Voilà. Et aujourd'hui, c'est bien de regarder finalement l'utilisation de ce qu'on appelle des carburants de synthèse, des S-carburants, des I-carburants, qui vont être quasiment compatibles de nos installations sur les navires existants et qui continuera forcément à être utilisés dans une perspective encore jusqu'en 2050-2080. Alors, ce n'est pas pour ça qu'on ne s'intéresse pas aux autres carburants. Donc, ça veut dire qu'effectivement, les carburants alternatifs, en tout cas pour les bâtiments de surface, par exemple, donc c'est quelque chose qu'on regarde effectivement, mais plutôt dans une logique où, dans un premier temps, c'est sans doute des carburants qu'on va associer à des piles à combustible, mais pour des emplois auxiliaires. C'est-à-dire, on va plutôt être sur des usages, pas sur la propulsion principale, par exemple, mais de se dire, je vais pouvoir utiliser une pile à combustible, par exemple, quand je serai à quai, donc dans une fonction groupe de quai ou groupe de secours, et sur une durée limitée. Alors, on n'a pas aujourd'hui, je dirais, on a parlé d'hydrogène et d'ammoniac. Donc, ce qu'on sait, nous, c'est qu'on va avoir besoin de piles à combustible de forte puissance, hein, puisqu'en règle générale, l'ordre de grandeur, on va plutôt être au-delà du mégawatt plutôt que d'être effectivement à quelques dizaines de kilowatts ou centaines de kilowatts. Et donc, le travail qu'on est en train de mener, hein, c'est de regarder effectivement quel sera le meilleur carburant. Sur un navire militaire, je dirais que voilà, c'est un problème, c'est surtout des navires donc on recherche effectivement une densité énergétique énorme, hein, sur les carburants. Et quand on compare effectivement tous les nouveaux carburants aux carburants gazole, c'est quand même pas, je dirais, c'est pas une solution, c'est pas folichon entre guillemets, si vous me pardonnez l'expression. Je vais donner un exemple. Hein, quand on a fait des exercices pour comparer aujourd'hui sur un navire, pour ce qui nous concerne, si je dois remplacer du gazole complet par, je vais dire, de l'hydrogène sous pression par exemple, hein, que ce soit entre 200 ou 700 bars, ça va prendre en gros, alors si on regarde, hein, pour produire 1 kWh, ça va nous prendre entre 15 à 20 fois plus de place, à la fois entre la partie production et la partie stockage. Donc on imagine que c'est des choses qui sont difficilement envisageables sur un navire, aujourd'hui en tout cas, en restant sur ce type de carburant. Donc effectivement, quand on va regarder l'ammoniac, c'est meilleur, parce que l'ammoniac, on doit arriver sur un ratio de 4. Mais on a après derrière à gérer, nous, tout ce qui est des problèmes de sécurité à bord, à la fois vis-à-vis des personnes, mais aussi vis-à-vis d'agressions militaires. C'est-à-dire qu'il ne faut pas effectivement que le navire devienne une bombe quand on va recevoir effectivement un projectile, par exemple. Je t'ai vu, tu avais posé ton ordi. J'ai trouvé un truc à bouteille dans la poubelle. Je ne sais pas si c'est un troisième. Il y a quelqu'un parmi vous qui a son micro allumé. Je n'ai pas entendu. J'ai trouvé un deuxième. Enfin, merci pour moi, hein, c'est Hélène Burlet, là, donc oui, vous pouvez donner, merci pour votre réponse, donc oui, ça répond à ma question, merci. Vous pouvez donner la parole. Je n'entendais plus personne, donc je me dis soit mais Arabelle, vous êtes en mute, hein? Oui, Arabelle, vous êtes en mute. C'est pour ça, je suis en mute, d'accord. J'ai une question de Nicolas Valaille. Oui, bonjour, Nicolas Valaillé. Une question un peu générale, en fait. Il y a un certain nombre de projets en cours d'exécution en Norvège, en fait,
différentes technologies pour équiper des navires, soit de l'hydrogène liquide ou de l'ammoniac, et puis aussi beaucoup de projets en exécution, ou en tout cas en phase de planification pour certains, avec des hubs de ravitaillement tout le long de la côte de la Norvège. La France peut-elle avancer toute seule et rattraper son retard, ou bien il y a un besoin de coopération européenne nécessaire en fait? Merci. Alors, je vais prendre la question. En fait, je vais la prendre en deux morceaux. En fait, ce que demande déjà l'écosystème français pour des questions de souveraineté, et pas forcément souveraineté militaire, on est sur la souveraineté de composants, hein. C'est effectivement de réinternaliser un certain nombre de choses en France. Donc, quand on parle aujourd'hui de Team France, quand on parle de travailler sur des problématiques communes, c'est pour, en tout cas, répondre. Ah, On ne vous entend plus, je crois. Ali, on ne vous entend plus. Des problèmes de connexion. Sa ligne a dû couper en fait. Ouais. Je vous propose peut-être qu'on passe, si vous êtes, ça ne vous embête pas, Nicolas, qu'on passe éventuellement à une autre question à laquelle peut-être Bertrand pourra répondre le temps que Nathalie se reconnecte. Olivier, est-ce que Oui, levez la main? Je vais essayer. Oui, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'avais une question sur, vous parlez du temps d'existence des matériels, 40, 50 plus. Et donc, la majorité sont encore, j'allais dire, des vieux navires et de toutes les marines. Donc, quelle est votre approche pour tout ce qui est rétrofitting ou, quelle est la part que ça a chez Naval Group? Alors, la part rétrofitting, pour effectivement répondre à votre question, si on veut changer de carburant, c'est quand même très très compliqué, puisqu'aujourd'hui, ça impacte vraiment, je dirais, à l'ordre 1, le navire, l'architecture du navire. Donc, c'est des choses, je dirais, où aujourd'hui, si on dit demain, je dois, sur une frégate, par exemple, changer complètement le type de carburant, si je prends l'exemple, passer d'un carburant aujourd'hui gazole à un carburant hydrogène, c'est des choses aujourd'hui qui ne sont clairement pas faisables. Je dirais c'est vraiment trop compliqué. Voilà, il y a trop d'équilibres en fait, qui sont bouleversés au niveau de l'architecture navire pour pouvoir demain dire effectivement, je vais effectivement changer ce carburant et être capable finalement d'arriver à remplacer le gazole. D'autant que aujourd'hui, je dirais, nos marines sont plutôt dans une, enfin, au moins la marine française, dans une logique de dire si je dois faire des travaux ou rétrofiter les navires, c'est que je dois aller finalement gagner un incrément capacitaire. Et ce qui n'est pas forcément, le cas. Donc aujourd'hui, c'est très difficile de dire en termes de rétrofit. Et c'est pour ça que notre vision de dire le rétrofit, il pourrait être possible, mais sur effectivement, je dirais quelque chose qui aurait un impact limité en termes d'architecture navire et d'implantation à bord. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de sources auxiliaires, par exemple, où on se dit, effectivement, sur un navire qui est conçu aujourd'hui, on peut potentiellement demain remplacer un diesel qui existe à bord, potentiellement par une pile à combustible, par exemple, en source auxiliaire. Mais on ne peut pas, je dirais, remplacer la totalité sur nos navires. Et le client, et puis derrière, après, c'est le client de toute façon qui le demanderait. Mais le client, tant qu'il ne voit pas un incrément opérationnel, il ne le fera pas. Alors après, effectivement, s'il y a une contrainte sur le carburant, il sera obligé d'y passer. Mais à ce moment-là, c'est beaucoup trop compliqué sur un navire. Merci. Il y a une question là de Vincent Bourins qui vous demande, dans le fil de la conversation, pourquoi est-ce que le mot nucléaire n'a pas été prononcé une seule fois comme carburant primaire, ce serait le plus efficace d'un point de vue émissions CO2. Alors, il est vrai qu'en termes d'émissions de CO2, en tout cas en phase d'exploitation du navire, effectivement, c'est difficile de faire mieux qu'une propulsion nucléaire. Alors, on n'a volontairement pas parlé de nucléaire aujourd'hui, parce que c'est d'énergie et un type de propulsion qui est réservé à certains usages. Et effectivement, aujourd'hui, c'est réservé aux usages pour nos sous-marins, donc pour les sous-marins nucléaires français et les SNA français, et aussi d'ailleurs pour le porte-avions nouvelle génération. Et aujourd'hui, je
je veux dire, hormis ces bateaux-là, on n'a aujourd'hui pas d'autres usages prévus, je dirais, de ce type, voilà, de ce type de carburant, entre guillemets, sur la partie nucléaire. Remarque que partageait Antoine de Fleurieux, qui est mentionné l'électricité en France, ça revient à mentionner le nucléaire. C'est vrai que si on veut produire demain de l'hydrogène vert, effectivement, il faudra sans doute le faire avec des centrales nucléaires. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? J'ai l'impression que Nathalie se bagarre avec sa connexion. Oui, on a une question là. Est-ce que... Ah, je vais la retrouver. Ouais. Voilà, vous êtes-vous rapproché de sociétés comme CMA, MMA qui rencontrent les mêmes problématiques? Oui, alors je suis désolée hein, pour les problèmes de connexion. Oui, bien sûr, on s'est rapproché des grandes majeures françaises qui nous ont rejoints ou qui sont en train de rejoindre la coalition. Donc, effectivement, c'est en cours. Alors, je voulais juste rebondir sur la question qui m'a été posée sur la partie France et la partie Europe. Je suis encore navrée de ce problème de connexion. Donc, sur la partie France, comme je disais, il y a une ambition de réinternaliser les choses. Ça a été demandé notamment par l'État français, vous le savez bien. Il y a beaucoup de plans de relance qui sont autour de ça. Donc, il y a le fait de réinstaller un certain nombre de choses en France pour une pérennité française, une souveraineté de technologie française, pour reprendre des parts à l'international. Mais effectivement, il y aura des segments qui sont plutôt une team européenne. Donc, en fait, sur certains sujets, on va effectivement créer des synergies et poursuivre dans la création de synergies avec des acteurs européens, notamment au travers de notre coalition, la coalition T2EN dont je parlais tout à l'heure, et qui va effectivement annoncer demain comment elle s'organise pour effectivement attaquer ce collectif en France et ensuite dans un deuxième temps en Europe. Merci. Il y avait une question d'Alain Coine. Oui, vous m'entendez là? Oui. Très bien. Oui, je voulais simplement vous demander, on comprend très bien qu'il y a la partie française et européenne qui est très associée. Quelle est la position, enfin, quelle est l'avancée de tout ce qui est chinois, États-Unis, coréen, etc. Comment vous les percevez en fait par rapport à vous, à nous, si on parle au niveau européen? Alors, le marché américain, je ne vais pas en parler parce que c'était jusqu'à peu de temps un marché intérieur, donc c'est vrai qu'il y a quelques fournisseurs vers l'Europe et la France, mais c'est pas un marché que nous on a vraiment regardé, enfin en tout cas Naval Group pour des tas de raisons. Par contre, vous avez parlé effectivement de la Corée, de la Chine et de l'Asie. Et tout à l'heure, donc je ne veux pas parler spécialement pour le naval de défense, mais on s'est rendu compte au travers de la coalition, parce que la coalition a servi aussi beaucoup, indépendamment à partager nos défis, d'abord à se connaître, à se comprendre. Quels sont nos clients, quelles sont nos envies, comment on achète un bateau autour de la table, enfin, quelle est finalement à la fois sa création de valeur ou son intérêt à cette conversation. Et on s'est rendu compte que les grands armateurs, entre autres, ceux qui ont des cargos, n'achètent pas en France. Leur produit fini n'est pas français, il est coréen ou chinois. Toutes les études le montrent, il suffit de googliser le sujet, vous verrez très bien. Donc en fait, aujourd'hui, effectivement, il y a deux façons de faire, vu de nos équipementiers ou vu d'un systémier pour acheter des produits, soit effectivement il va sourcer ses produits partout dans le monde. Voilà, et effectivement ça veut dire que sur nos bateaux on aura des technologies qui seront hors Europe, on va dire ça comme ça. Alors ça peut poser un problème sur certains sujets parce que ça peut toucher, surtout sur l'énergie, il y a un mot qu'on n'a pas cité tout à l'heure, qui est la cybersécurité. Aujourd'hui, énergie, cybersécurité, il y a quand même une grosse communalité, hein, comme pour les communications. Donc, quand on achète loin de l'Europe, il y a aussi la vérification de pouvoir vérifier que, on peut acheter à tout moment ces composants,
et puis 2, que ces composants sont bien sécurisés et cybersécurisables. Voilà, ça c'est le premier point. Ou alors l'autre approche est effectivement, comme je le disais tout à l'heure, c'est que ces coalitions, notamment françaises et européennes ensuite, mais on va commencer d'abord par la France, puissent avoir une capacité de répondre aux appels d'offres des clients européens ou français qui vont acheter leurs bateaux, mais qui vont fabriquer ces bateaux en Asie, et pour lesquels les appels d'offres vont partir de l'Asie, et pour lesquels il faut que les équipementiers français soient en capacité effectivement d'être connus et reconnus pour aller happer ces marchés. Voilà. Donc, pour moi, la meilleure façon aujourd'hui de porter la Team France, c'est ce que je disais un peu en préambule, c'est que nos équipementiers doivent avoir une couverture visible et un plan de développement commercial hors Europe. Et là, on peut les aider. Il faut les aider. Il faut que la France les aide au travers des plans de relance. Merci. Merci. On va prendre une dernière question pour rester bien dans notre timing. Une question de Charles Toussaint qui vous demandait quelles sont les avancées technologiques qui seraient attendues dans la conception des navires, mais écartées pour des raisons de transition énergétique, consommation de ressources. Bertrand? J'étais en mute là, je vais reprendre. Je vais peut-être inverser la question. Mais aujourd'hui, je dirais, on n'écarte pas, mais on recherche aujourd'hui plutôt des solutions ou des avancées technologiques qui s'inscrivent, je dirais, dans la transition énergétique. Je pense qu'aujourd'hui, vouloir intégrer une technologie qui aujourd'hui ne respecterait pas, je dirais, cette transition énergétique serait très difficile. D'abord parce que je pense que nos clients n'en voudraient pas. Aujourd'hui, en tout cas, ce qui est attendu de nos clients, et c'est vrai en tout cas pour nos clients européens et notre client français qui est la Marine nationale, voilà, c'est que demain, effectivement, ces avancées technologiques, alors principalement tirées par le civil, soient intégrées dans leurs navires, mais avec effectivement une volonté qu'on minimise aussi l'empreinte environnementale. Donc je vais dire, aujourd'hui, il n'y a pas de... On est plutôt à travailler dans le sens inverse, et on n'a pas identifié en tout cas aujourd'hui de solutions technologiques, on dirait, qu'on va devoir écarter pour des raisons de transition énergétique. Après, je ferai un commentaire par rapport aussi à ce qu'a dit Nathalie avant. Voilà. Par contre, il faut faire très attention aujourd'hui quand on parle de changement de carburant, par exemple, la volonté aussi de nos clients, c'est de dire je sors d'une dépendance géostratégique vis-à-vis de carburants d'énergie fossile. Il faut faire attention de ne pas remplacer effectivement cette dépendance finalement géostratégique qu'on avait avec effectivement le pétrole avec les pays du Golfe, par exemple, à une dépendance finalement technologique où demain, effectivement, pour les technologies qu'on devrait mettre en place, on se retrouverait dans une dépendance finalement vis-à-vis de pays, on va dire, asiatiques par exemple, sur certaines ressources rares, etc. Et donc, on est extrêmement vigilant aussi à cette dimension-là. C'est ce qu'a rappelé Nathalie, hein, c'est pour ça aussi qu'on pousse effectivement pour qu'un certain nombre de technologies soient, je dirais, à minima rapatriées, entre guillemets, au niveau France ou au niveau Europe. Merci. Je vous propose qu'on arrête là notre webinaire. Il est 11h02. On avait prévu comme petit atterrissage 11h. Merci beaucoup pour ces échanges et ces éclairages extrêmement enrichissants et inspirants sur ce qui se passe dans le maritime. Et j'en profite pour annoncer le prochain webinaire du 29 septembre qui nous ramènera sur Terre, puisqu'on sera dans les écotechnologies des sous-sols au service de la transition environnementale. Donc après la mer, la terre, autant de secteurs qui finalement aujourd'hui sont en train de transformer des métiers et toute une économie. Et voilà, autant de sources d'inspiration et de motivation pour l'avenir. Donc merci à tous les deux pour ce webinaire et merci à tous les participants de s'être connectés. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée à tous et tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée.